Tout d'abord, la victime, un viticulteur de 48 ans, n'a aucune marque de violence sur le corps et les enquêteurs ont du mal à déterminer les causes de sa mort. Mais l'épouse de Jean leur explique que son mari avait peur des cambriolages, si bien qu'il avait décidé de passer la nuit dans le hangar pour monter la garde. Pour autant, la piste de rôdeur est vite abandonnée par les gendarmes car les résultats de l'autopsie prouvent que Jean a succombé en réalité à un mélange de médicaments. Et alors que l'enquête piétine, les gendarmes s'intéressent de plus près au comportement de l'épouse qui est loin de ressembler à une veuve éplorée. Elle raconte à tout le monde que Jean était un mari tyrannique et violent et qu'elle ne le regrettera pas. Pourtant, tous les témoignages recueillis décrivent Jean comme un père et un époux aimant. Et alors que les gendarmes commencent à s'intéresser de plus près à la famille de la victime, ils reçoivent une visite inattendue. Celle de Mathieu, le fils de 16 ans. Il vient spontanément à la gendarmerie faire une déclaration. Face aux gendarmes de la Roquebrussanne, Mathieu fait une révélation fracassante. Il est impliqué dans le meurtre de son père. Les aveux de Mathieu vont encore plus loin. Sa mère, Nadine, aurait joué un rôle capital dans ce crime odieux. Sur directive de sa mère, il a pilé 48 cachets d'un puissant somnifère. Ils ont fait absorber ce médicament, qui n'en était plus un, qui était mortifère. Le père a donc perdu connaissance. Partant de là, tous les deux l'ont étouffé à l'aide d'un coussin, lequel coussin était imbibé de white spirit ou de javel, on n'a pas su très bien. Et non content de l'étouffer, ils l'ont également, d'une manière concomitante tous les deux, étranglé avec sa ceinture. Le jeune homme de 16 ans explique même qu'il a dû maintenir son père dans cette position pendant plus de 30 minutes pour être sûr qu'il soit bien mort. C'est une scène horrible, on peut imaginer ça. On peut imaginer, mais on ne le saura jamais, mais on l'imagine que le pauvre Jean, qui était âgé de 48 ans, a dû quand même réagir un petit peu malgré son état somnolent. Et voici Mathieu en train de tirer comme un forcené sur la ceinture. Et voici Nadine appuyant comme une forcenée sur le coussin. Et cela pendant très très longtemps. Le lendemain du meurtre, ils ont pris soin de se débarrasser des armes du crime. Le coussin est jeté dans une poubelle et la ceinture brûlée dans la cheminée de la maison. Tout ce que va dire Mathieu, tous les éléments qu'il va livrer et tous les lieux sur lesquels il va amener les gendarmes pour dire voilà, il y a ça ou ça, vont être effectivement retrouvés. À Brignoles, le 30 décembre 2012, Nadine, la veuve de la victime, est à son tour placée en garde à vue. Elle va expliquer qu'en réalité, ce que dit Mathieu est faux, puisque c'est lui qui a tué son père. Elle, animée par un instinct maternel extrêmement fort et un sens du sacrifice certain, aurait aidé son fils, sur les instructions de celui-ci, à transporter le corps et à mettre en place une mise en scène à destination des enquêteurs. À l'issue de leur garde à vue, mère et fils sont tous les deux mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Malgré tout, de nombreuses questions demeurent. Les gendarmes veulent savoir qui est le véritable cerveau du crime. À l'hôpital de Brignoles, l'aide-soignante avait très mauvaise réputation. Et nombreux sont ceux qui se méfiaient d'elle. Ses collègues de travail ne buvaient pas le café ou autre qu'elle préparait parce qu'il y avait déjà eu des difficultés au travail, de petits médicaments qu'elle a pu mettre dans les tasses des unes et des autres. Enfin, c'est vous dire à quel point cette femme était machiavélique.
Voilà, avec ce dernier élément qui est totalement incroyable, hein, puisque vous l'avez compris, c'est les gens qui travaillaient avec elle ne voulaient même pas boire les cafés qu'elle préparait parce qu'ils avaient des doutes sur cette femme. Audrey Leméraire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue. Ça déjà, enfin, je voudrais partir de ce point-là parce que moi, c'est ce qui m'a le plus surpris dans cette affaire. Ça note quand même qu'elle dégage quelque chose de pas très clair, cette femme. Ah bah c'est clair qu'on pourrait avoir l'image d'une veuve noire, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attends, si je m'approche d'elle, en fait, il va m'arriver quelque chose de grave, je vais mourir, je vais être empoisonnée. Quand même, s'il y a des allégations par rapport à des pseudo-empoisonnements par médicaments ou autre, enfin, c'est quand même assez spécial de faire ça sur son lieu de travail. Et surtout que c'est un hôpital. En plus, ouais, et elle est soignante. Et elle est soignante. Ouais, donc elle sait ce qu'elle fait. Ouais. Le fait qu'elle soit soignante, ça a un sens? Bah oui, ça a du sens parce que en réalité, ça veut dire qu'elle va infliger une peine tout en soignant celle d'autres personnes. Donc on voit bien que là déjà il y a une dichotomie très forte, un clivage qui s'opère en elle, c'est-à-dire qu'elle est capable à la fois d'aller vers l'aide, le care, comme on dit hein, à l'hôpital, vers l'autre, donc prendre soin de l'autre, et en même temps à côté de ça elle est capable du pire, enfin en tout cas on suppose, mais avec ses collègues ou autres, à leur offrir des cafés ou des thés empoisonnés, quoi. Alors on va revenir sur cette famille un peu particulière quand même. Il y a Jean qui est la victime dans ce dossier. Il est viticulteur, il venait d'avoir 48 ans. C'est un travailleur de la terre qui n'est pas connu pour être violent ou pour l'outrance a priori. Il y a le fils, c'est Mathieu, lui il a 16 ans. Alors faut bien indiquer que c'est pas le fils de Jean, c'est le fils de la maman, mais c'est pas le fils de Jean. Et puis au milieu de tout ça, il y a elle qui est un peu particulière. Oui, elle est un peu particulière. Elle tient des propos qui ne sont pas vérifiés par l'entourage. Les témoignages ne vont pas dans le sens de ce qu'elle dit. Elle aime séduire, ça c'est sûr. Elle est décrite comme un peu volage, même un peu libertine. Oui. C'est un peu l'opposé de Jean. Quand Exactement. Même. À croire qu'on se demande pourquoi elle est allée avec lui quand même. Enfin, ça interroge, ça interpelle. Alors peut-être qu'elle avait besoin d'un point d'ancrage quelque part parce que justement, elle l'avait pas pour elle, en elle, dans sa construction et sa vie. Et ça peut être aussi, Jean, on peut le voir aussi, c'est un peu la bonhomie, quoi. Donc peut-être que c'est une cible facile pour elle. Les experts disent qu'elle cache une personnalité complexe à la sexualité débridée. Oui. Et visiblement, avec Jean, ça suffit pas, quoi. Enfin, non, ça suffit pas. En fait, tout ce qu'elle vit, ça suffit pas parce qu'elle aide les autres, mais elle a besoin de les détruire par ailleurs. Elle a un mari et en même temps, elle a une vie un peu fantasque, on va dire ça comme ça. Donc non, ça lui suffit pas parce que elle est dans cette espèce de recherche de toujours plus de quelque chose d'elle parce que en elle, c'est pas construit quelque chose. Donc elle va le chercher à l'extérieur. Ce qui est étonnant, c'est que l'enquête va montrer aussi que depuis des mois, elle faisait des recherches pour savoir comment empoisonner, comment se débarrasser de son mari. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'elle a pris son temps en même temps. Ah oui, elle voulait pas rater son coup. Elle voulait être sûre d'elle. Ouais, c'est ça. En même temps, elle est aide-soignante. Alors même si c'est l'échelon, c'est pas un échelon médical, mais quand même, ils entendent les médecins, ils participent au staff. Donc du coup, il y a une méthodologie, si vous voyez. Donc en fait, elle est là-dedans, elle est dans sa méthodologie, ça la rassure. Ça veut dire quand même qu'elle est cadrée à ce moment-là. Là, elle part pas dans tous les sens, dans une sexualité débridée, qui la dépasse. Non, là, il y a le cadre. Mais pour aller faire du mal, en fait. On s'intéresse à Mathieu, donc, qui est le troisième protagoniste dans ce dossier. C'est un ado qui a 16 ans. Alors, pour bien comprendre Mathieu, il faut rappeler que dans le couple, il y avait un enfant qui était né, qui était mort-né. Et c'est assez important parce que, du coup, Mathieu, on a le sentiment qu'il va vivre quasiment en permanence avec le spectre de cet enfant décédé. Ouais, c'est un peu ça. Mathieu, en fait, il incarne un petit peu l'enfant qui a survécu et il peut pas vivre, en fait, sa vie pleinement. C'est-à-dire qu'il se sent un peu... visiblement coupable de quelque chose. Enfin, on lui met cette culpabilité sur lui, certainement la mère d'ailleurs, donc pour l'empêcher de vivre. Mais d'ailleurs, quand on voit... quand il s'accuse après par la suite, c'est un bon conflit de loyauté, vous voyez. Quand vous êtes enfant, par rapport à vos parents, vous ne pouvez pas détruire vos parents parce que sinon vous êtes seul au monde, quoi. Déjà qu'il n'y a plus de repères. Il n'y a plus de repères et donc il n'y a pas son père, même si Jean c'est son beau-père et tout, mais c'est pas le papa. Et donc du coup il est obligé d'aller protéger l'objet qui soi-disant doit le protéger lui, donc la maman. En même temps, on voit que c'est un garçon qui est mal dans sa peau, il est plutôt introverti, solitaire, il a du mal à se faire des amis. Quand il rentre à la maison, on voit que entre sa mère et Jean, c'est pas le bonheur non plus. Donc, il a du mal à se construire malgré tout. Il a du mal à faut voir la mère qu'il a déjà. Si vraiment c'est une mère un peu perverse, forcément elle va aller attaquer tous les liens qu'il va pouvoir en fait mettre dans sa vie et en dehors du foyer, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est de l'emprise, c'est la mainmise sur quelqu'un pour
soit peut-être commettre ce fameux crime, justement. Mais en tout cas, elle a besoin d'avoir un objet qu'elle contrôle. Et cet objet, c'est Mathieu. Et c'est son fils. Et justement, après ces terribles aveux, les gendarmes essaient de comprendre pourquoi Mathieu s'en serait pris à son père, et ils vont découvrir, en fait, que c'est sa propre mère qui l'aurait manipulé pour arriver à ses fins. Si Nadine semble être l'instigatrice du meurtre de Jean, pour quelle raison son fils Mathieu aurait-il pris part à ce projet criminel? Mathieu, pour bien comprendre, c'est un adolescent renfermé, inhibé, malheureux, en révolte contre son père et pas stable ni équilibré à ce moment-là. Les liens qu'elle avait tissés avec lui étaient hyper importants, hyper forts, et je pense qu'elle a pu arriver à lui faire certaines choses. Pour parvenir à ses fins, Nadine lui aurait alors fait part de troublantes révélations, et notamment au sujet de son petit frère, décédé à l'âge de quelques mois. La mère de famille accuse son mari d'avoir secoué mortellement Flavien. Mais ce n'est pas tout. Quelque temps avant les faits, elle va révéler à son fils que Jean, en réalité, n'était pas son père. Le pauvre Mathieu entendait toute la journée que son père battait sa mère. Il entendait toute la journée que son père avait secoué son frère et que ça avait entraîné le décès. Et il a entendu le bouquet final du feu d'artifice qui n'était pas le fils de son père. Si les allégations de Nadine au sujet du décès de Flavien se sont avérées fausses, un test d'ADN réalisé au cours de l'enquête révélera que Jean n'était effectivement pas le père biologique de Mathieu. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est toujours avec Audrey Lemaire. On voit à quel point cet enfant décédé, finalement, plane, y compris sur le meurtre de Jean. Oui. Bah oui, cet enfant décédé, c'est un alibi, en fait. Pour Nadine, visiblement, ça lui ouvre la porte de pouvoir, justement, faire ce qu'elle a envie de faire, visiblement, tuer son mari, quoi. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, j'ai envie de dire, on a presque pitié pour Mathieu. Au fond, alors il a été condamné, donc il est coupable, bien évidemment, mais oui. on se dit qu'il a tellement évolué dans un univers compliqué, avec le poids de cette maman qui va le manipuler. Elle a été condamnée à 25 ans de réclusion criminelle, qu'on se dit que c'est compliqué pour lui de s'en sortir. Quoi. Bah, ça a été pris en compte parce que lui, il a été condamné à 5 ans, donc 4 avec sursis. Et comme il a été en détention provisoire pendant 1 an, finalement, il a comparu libre, justement. Mais donc on voit bien la différence de peine. Ça a été compris, ça a été, les juges ont compris qu'en fait, il y avait eu l'instigatrice qui avait tissé sa toile sur son propre fils. C'est quand même un degré de perversion qui est assez sympathique. Et surtout, c'est facile. Vous êtes la maman ou le papa, c'est facile d'avoir une emprise sur votre enfant, finalement, parce que c'est légitime en plus. Ouais. Mais il a baigné dans le mensonge, cet enfant. Donc les repères qu'il a après, vous voyez, sont un peu, pardon, mais je vais être un peu vulgaire, mais c'est vrillé. Enfin, je veux dire, il peut pas avoir les bons repères, les bons codes sociaux, ou même les limites. Vous voyez, pour lui, une limite, c'est pas comme pour vous. C'est compliqué de se construire comme ça. C'est compliqué. Effectivement, et il a été condamné uniquement pour recel de cadavres. Stéphanie Germani, c'est vrai que quand on vit dans une famille comme ça, quand on vit dans cette ambiance-là, comment se construire de façon équilibrée, c'est un miracle si on s'en sort. Bah oui, c'est très compliqué parce que là, on est dans un environnement aliénant. Ce qui se produit, c'est que cette mère produit des mouvements agressifs de l'enfant vis-à-vis du beau-père. C'est-à-dire que c'est très simple, finalement, de manipuler lorsque nous sommes face à un enfant qui, quelque part, est déjà baigné dans un environnement extrêmement fragile, sans cadre, comme vous l'aviez expliqué. Mais surtout, il faut entendre, c'est qu'elle essaye de faire en sorte de créer la figure du mauvais objet. C'est-à-dire, non seulement il me bat, en plus de ça, il fait des choses gravissimes, il a tué ton frère. C'est-à-dire qu'elle construit un scénario terrible afin de mettre en place son projet terrible. Donc oui, effectivement, pour se construire derrière des événements comme tels, ça va être très compliqué. Et elle y est parvenue, en fait, quand on voit le résultat. Merci Audrey Lemaire, psychologue. Merci d'avoir été avec nous.